Bienvenue sur le podcast du site Je bosse en grande distribution. Je suis Jonathan, éditeur du site Je bosse en grande distribution et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias, j'ai décidé de faire de Je bosse en grande distribution le rendez-vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien. Chaque semaine, je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution. On y parle des métiers, de transition numérique ou encore des sujets liés à la RSE. Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify, cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour, bonne écoute. Bonjour Axel. Bonjour Jonathan. Je suis ravi de t'accueillir et je remercie, et c'est le petit clin d'œil que je fais à Laurent Landel de Bonial, que j'ai reçu il y a quelques semaines, qui m'a suggéré de t'inviter. Donc c'est chose faite. Alors Axel, tu es le cofondateur de Captain Wallet, qui est une solution marketing permettant, entre autres, de dématérialiser la carte de fidélité. Tu vas nous en dire beaucoup plus sur cette solution. Et la dématérialisation, en plus, c'est un sujet très tendance en ce moment. Alors pour commencer, Axel, est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Je m'appelle donc Axel Detour, je suis un des cofondateurs de Captain Wallet avec Alexandre Plichon et Bertrand Leroy. Oui. Donc je suis très heureux d'être là, merci beaucoup de ton invitation. Merci à Laurent Landel de m'avoir recommandé, je suis ravi d'être là. Et donc ça fait 7 ans que la boîte existe. Et moi auparavant, je faisais vraiment tout à fait autre chose, mais je commençais à m'approcher de ce sujet de la relation client, du mobile, de l'application un petit peu parce que j'étais chez McDonald's. Ok. Je m'occupais d'une partie de la communication corporate de McDonald's France et Europe du Sud. Ouais. Et puis en même temps, j'avais une autre casquette où j'étais un peu, si tu veux, le Sherpa du PDG de McDo France. Ok. Et donc, ça me permettait en fait de travailler sur certains dossiers qui étaient beaucoup plus transversaux et notamment sur des sujets digitaux, des sujets d'application, etc. Donc, c'est vraiment cette expérience-là qui m'a mis le pied à l'étrier. Et voilà. Et auparavant, j'ai fait d'autres métiers. J'ai bossé pour le gouvernement en cabinet ministériel. J'étais chasseur de tête dans une grosse boîte qui s'appelle Russell Reynolds. Mmh. Et avant, mon tout premier job, c'était en Afghanistan. Et je le mentionne parce que c'est comme ça en fait que j'ai rencontré Alexandre Plichon, donc Incroyable. qui est le fondateur de Captain Wallet à l'origine. Incroyable comme histoire et puis super parcours. J'ai parcouru ton LinkedIn justement avant de préparer cette interview et quand j'ai vu ton passage, notamment en conseiller en communication auprès des ministères, j'ai trouvé ça assez bluffant. Donc voilà, hyper intéressant en tout cas comme parcours. Alors Captain Wallet, tu l'as dit et je l'ai dit en intro, c'est une solution marketing permettant entre autres de dématérialiser la carte de fidélité. Alors moi, je t'ai présenté comme ça pour vulgariser la solution. Et c'est quoi le pitch de Captain Wallet ? Écoute, c'est ça, c'est ce que ça fait effectivement de façon hyper directe et concrète. C'est ce que ça fait, mais en fait, ça fait plus. Ouais. Et c'est ça que les marques vont chercher. Et c'est ça que nous on doit faire comprendre aux marques. Ouais. Que c'est pas simplement un outil de démat, mais que ça va beaucoup plus loin. Donc nous, la façon, si tu veux, dont on le présente, on dit que c'est une plateforme SaaS qui permet aux marques d'activer hyper simplement les wallets d'Apple et de Google, qui sont ces applis pré-embarquées sur les téléphones. Et le but, c'est de créer un canal relationnel sur mobile qui est beaucoup plus engageant, beaucoup plus efficace et accessoirement moins cher que ceux qui existent déjà, comme l'email, le SMS, l'application. Donc voilà. Donc une fois que j'ai dit ça, après, je suis toujours un peu obligé de creuser forcément déjà ce que c'est qu'un wallet et comment je crée un canal relationnel avec ces applications là qui existent depuis pas mal de temps sur nos téléphones, mais qui sont pas forcément énormément utilisées encore. Et quand on a lancé la boîte en 2013, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas du tout visible sur le marché, bien que ça existe dans nos téléphones déjà. Ouais. Le wallet d'Apple avant s'appelait Passbook, c'était son premier nom d'application. Et il est préinstallé, si tu veux, sur le téléphone, quoi. Il y a 1 milliard d'iPhone actifs dans le monde. Ouais. Il y a 1 milliard de wallets, tu vois, dans le monde. Donc, c'est une appli qui est très répandue, mais qui est assez sous-exploitée et tout
l'intelligence d'Alexandre Ouais. et de Bertrand, qui étaient qui sont mes deux associés, qui étaient tous les deux chez SFR et qui ont commencé les premiers à jouer avec ça, à jouer avec cette application, c'est de voir en fait tout ce qu'on pouvait faire avec. Et donc tu peux, une fois que tu as dématérialisé ta carte de fidélité, ton offre, enfin n'importe quel type de contenu dans le wallet, en fait, tu peux mettre à jour le contenu, donc la rendre dynamique, si tu veux. C'est pas juste un Ouais. espèce de PDF que tu as sauvegardé dans le téléphone. C'est vraiment quelque chose qui est dynamique, donc qui va pouvoir relier ton plan d'action commerciale, ton programme de fidélité, bref, tous les trucs en tant que marque que tu as envie de pousser, tout le contenu que tu as envie de pousser à ton client. Et en plus, Ouais. tu peux le faire en envoyant des push notifications. Donc, c'est des applications, donc elles ont les fonctionnalités classiques d'une application, et dont une qui est fondamentale, qui est le push notification. Ouais. Et, Ok. et donc, tu peux générer des push notifications. C'est pour ça que dans le pitch de base, on dit c'est vraiment, on permet aux marques d'activer un nouveau canal sur ton téléphone. Ouais. Et puis après, sûrement, tu composeras pourquoi c'est plus efficace, pourquoi ça marche mieux que d'autres canaux. Ouais, tu le disais, donc le wallet, on l'a bien compris, c'est une sorte de portefeuille numérique. Ouais, Pour ceux qui utilisent notamment, enfin pour ceux qui voyagent, qui prennent le train, qui prennent l'avion, souvent ça se stocke automatiquement, dans ce fameux wallet. exactement. Comment on explique que l'usage, c'est pas trop développé finalement, auprès des consos, auprès des internautes? Parce qu'en fait, je pense que la fonction vraiment fondamentale de base, qui est de pouvoir vraiment sauvegarder quelque chose simplement, Ouais, a été effectivement vachement préemptée par le voyage de manière générale, parce qu'effectivement, billets de ouais, train, avion, des grosses marques comme Booking, tu vois, permettaient de bien réserver, sûr. Mmh. sauvegarder en fait sa réservation dans le wallet. Mais en fait, après, pour activer, donc pour passer cette étape de simplement dématérialiser et donc d'en faire vraiment un canal de communication, bah, ça demande pas mal ça demande un peu de développement. Ouais, Et en fait, c'est là où nous on s'est positionné. C'est-à-dire que si tu es une marque aujourd'hui et que tu veux pouvoir travailler sur les wallets d'Apple et Google, donc vraiment faire des canaux un, un vrai canal relationnel, ouais, donc avec des push, du changement de contenu et tout, bah déjà, c'est deux environnements qui sont complètement différents. C'est des applications qui bougent assez régulièrement, que Apple et Google font évoluer assez régulièrement. ouais, Et donc, il te faut en fait une plateforme intermédiaire entre ces applications-là et les marques pour pouvoir intégrer tous les changements, et puis pour pouvoir l'utiliser tout simplement, rédiger tes push notifications, mettre les nouvelles images, etc. Sinon, tu vois, tu dois vraiment développer quelque chose de particulier. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a créé cette plateforme intermédiaire, et c'est juste que ça n'existait pas sur le marché. Donc, on OK. a été un des premiers dans le Mmh. monde à le faire. Mais on l'a fait à une époque qui était, c'était très tôt, quoi. En 2013, en fait, en 2013, ça faisait quoi? Ça faisait 5 ans que le monde du smartphone existait. Ouais, c'est Et fou. Mmh. tu vois, c'est très récent, quoi. Mmh. Et en fait, dès le début, toute l'industrie du mobile, du smartphone de manière générale, elle s'est construite autour d'un élément, si tu veux, qui est l'application. Ouais, Et tout le marché a été construit autour de ça. Quand je dis tout le marché, c'est-à-dire que toutes les marques, tous ceux qui ont voulu communiquer du contenu à des clients sur un téléphone ont été dans cette dynamique-là. Et du coup, mmh, toutes les agences, tout ce qui s'est créé autour pour pouvoir fournir ce service de l'application, c'est aussi créé autour de ça. Et donc, il y a une inertie du marché autour du business de l'application qui est très forte, qui est tout à fait justifiée, parce qu'effectivement, le marché de l'application, c'est un marché qui est énorme, qui ne cesse d'augmenter depuis que le smartphone existe. Et dans ce contexte-là, ça a été très compliqué pour nous dans les premières années. On le savait, hein, on était vraiment dans une position d'évangéliste, mmh. puisque ça n'existait pas, mais c'était très compliqué de faire comprendre aux marques, aux retailers principalement, donc que ça soit dans la grande distribution spécialisée ou la GSA. C'était très compliqué de leur faire comprendre que l'application n'était pas l'alpha et l'oméga de leur relation sur mobile avec des clients. C'était pas possible, Ouais, parce que l'application, si elle te permet de pouvoir faire le parcours que tu veux sur le mobile et de faire parfois ouais. tu vois, quelque chose de super sophistiqué, etc. Mmh. In fine, pour un retailer, une marque, c'est un reach qui est extrêmement limité. Tu vas vraiment aller toucher très très peu de gens. Ouais, Alors c'est des gens qui sont très intéressants, très importants, parce qu'ils génèrent beaucoup d'argent. ouais, C'est des ambassadeurs, c'est des gens qui sont très récurrents, tu vois. Donc peut-être que ça vaut le coup effectivement de faire une application pour eux, ouais. parce qu'ils génèrent du chiffre d'affaires et c'est important.
En revanche, il faut vraiment avoir conscience que ça va toucher, allez, 3, 4, nous, ce qu'on voit, tu vois, dans les différentes Ouais, marques avec lesquelles on travaille, ça va toucher 3, 4, 5% de la base de données. Et même, tu vois, chez les grands distributeurs, enfin, vraiment les distributeurs type Carrefour, Casino, ouais, Intermarché, les grandes etc., là, enseignes. tout, les grandes Ouais, enseignes, ben, elles, qui ont beaucoup de récurrence, qui est un peu la clé, en fait, de rétention d'une application. Si t'as pas de récurrence, c'est compliqué de faire revenir les gens sur ton app. ouais, Donc, dans la GSA, tu reviens quand même assez souvent. Bah, même eux, ils ont du mal à dépasser les 10% de leur base de données vraiment actifs sur l'app. C'est compliqué. ouais. Donc, en fait, ça veut dire Ah, ça que me surprend tu pas. as tout le reste de ta base de données, et encore, je parle que de la base de données, je parle même pas de la totalité de leurs clients. Il y en a plein qui sont pas dans la base de données, Ouais, qui ne touchent pas à l'app, quoi. ouais. Et ça, en 2013 et même jusqu'à 2017, ça, c'était compliqué à faire comprendre. Enfin, je pense qu'il y avait plein de gens qui le comprenaient, évidemment, ils sont pas débiles. Mmh. Tu vois, nous, on parle, voilà, des directeurs CRM, directeurs marketing, des gens qui sont quand même vachement dans le milieu, qui connaissent très bien, qui sont très sollicités, donc ils voient aussi beaucoup de choses. Ils sont loin d'être en retard. En tout cas, dans leur tête. Parfois, s'ils sont en Ouais, retard dans leur boîte et tout, c'est parce que oui, l'appli, typiquement, demande une logique d'investissement en argent, en temps, ouais, en dev, etc., qui est très lourd. Et tu vois, pendant les premières années, bah, pour dire, bah, tu vas avoir un nouveau canal qui va être à côté de l'application. Tu en as beaucoup qui étaient là qui disaient, non mais attends, moi déjà, il faut que je termine mon app, j'ai mis 1 million d'euros dessus. Il faut que, tu vois, faut que je la fasse aboutir. Même si elle doit se prendre un mur à un moment ou à un autre, il faut que j'aille jusqu'au bout du projet. Donc voilà, ton autre canal, on verra un peu plus tard. Et c'est ce qui s'est passé à partir de 2018, en gros, où là, on a vraiment commencé, nous, à engranger beaucoup plus de clients et avoir beaucoup plus de succès sur le marché, quoi. ouais, c'est hyper intéressant et tu vois, enfin, le défaut de l'application pour moi, c'est que l'usage est très difficile à le développer. Alors tu parlais des investissements, techniques, mais il y a un investissement marketing qui est aussi hyper important. Ouais, carrément. Pourtant les enseignes aujourd'hui, remettent un petit peu au goût du jour la communication pour justement relancer les téléchargements sur l'application. Mmh. Certaines enseignes l'ont même centralisé. Mmh. Avec d'autres applications tierces qu'ils avaient créées à l'époque. Ça veut dire finalement que quoi? Ça veut dire que Captain Wallet centralise finalement, une partie des applications des enseignes et se subordonne finalement un petit peu à l'usage des consos? Alors, nous, on en arrive beaucoup en disant que Captain Wallet donc en fait, on a vraiment deux typologies de cas, en fait, de clients en face de nous. Ouais, On a ceux qui vraiment, sont très, très investis sur leur application, et ouais, effectivement, on peut observer chez certaines marques, toujours une priorisation importante de l'application. ouais, Et ce qui a changé, c'est que malgré cela, on reste quand même et on vient quand même en complément de l'application parce qu'ils ont quand même cette conscience que l'application a un reach limité. ouais. Mmh. Mais c'est pas grave, ils font quand même l'investissement parce que pour un peu ce que je disais tout à l'heure, ça reste ça s'adresse à des clients qui sont extrêmement importants pour la marque. Ils sont petits en volume, mais très importants, soit en chiffre d'affaires, soit en termes de rayonnement, on va dire. Ouais, Et puis on a la typologie de marque, effectivement, et ça on en a observé beaucoup, qui ont carrément droppé l'application. Et vraiment, ils ne font plus d'app. Ils ont trop investi dedans. Ils ont effectivement, c'est très juste ce que tu disais sur l'investissement marketing, c'est-à-dire un investissement en termes de contenu. Si l'application est simplement un miroir du site mobile, par exemple, ouais, ça vaut vraiment pas le coup. C'est beaucoup trop non, d'argent pour pas grand-chose. Mieux vaut avoir un super bon site mobile. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à toutes les marques. c'est clair. Mmh. Bossez vraiment bien votre site web mobile parce que c'est vraiment une des premières portes d'entrée digitales. Ouais, Et j'insiste sur le mobile dans le site web, évidemment. Et donc voilà, si tu fais ton app, il faut vraiment qu'il y ait une proposition de valeur qui soit différente. Et donc, effectivement, ça demande un investissement marketing qui est hyper important. Et donc, ouais, dans le premier cas, on vient compléter l'application. Dans le deuxième cas, on vient carrément, effectivement, euh, c'est nous qui prenons vraiment tout le relais de la communication. Alors, je dirais pas sur mobile, parce que après, sur mobile, il y a plein d'autres façons de communiquer, qui sont d'ailleurs des très bonnes manières aussi, qui ont des avantages, mais qui ouais, ont aussi des inconvénients. Tu vois, tout ce qui est SMS, email, évidemment. ouais, T'as des trucs qui se développent sur WhatsApp, t'as le RCS, etc. Bon, t'as vraiment plein de possibilités, quoi. Nous, voilà, ce qu'on voit simplement, c'est qu'avec le wallet, on connaît bien tous les autres canaux. Alors, on n'a pas trouvé d'autres canaux qui soient aussi héroïstes. Alors maintenant, c'est un mot qu'on a tellement employé qu'il est un peu galvaudé, mais c'est vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il coûte assez peu cher fondamentalement, qui est assez simple à mettre en place,
et qui a un impact aussi fort sur le comportement de ces acheteurs. Et ça, quel que soit le cas, enfin le positionnement de la marque vis-à-vis de l'application, qu'elle en ait une ou pas quoi. Alors, comment ça se passe? On va juste faire le regard du point de vue du conso et du point de vue du distributeur. Yes. Je suis consommateur, du wallet. Mmh. Comment ça se passe? Donc la façon dont ça se passe côté consommateur final, client, c'est la marque en fait avec laquelle tu interagis Ouais, qui va te proposer d'ajouter, si tu veux, ce nouveau canal OK. dans ton téléphone. Et donc très très concrètement, la marque communique déjà avec toi avec de l'email, peut-être du SMS, tu as peut-être Ouais, déjà son app, t'as peut-être tu vas en magasin, tu vois, chez elle, ou ouais, tu vas sur son site. Et en fait, sur tous ces points de contact différents, quand on travaille avec une marque, on dit, bah voilà, bah, maintenant tu peux mettre cette proposition de sauvegarder sur ton mobile. Donc OK. tu pousses ça à ton client final, Mmh. sauvegarde sur ton mobile, bah, ta carte de feed, ton offre, cette réservation. Vraiment, tous les use cases sont possibles, hein. Beaucoup, on a eu pendant de nombreuses années des gens qui venaient nous voir en disant, bah, j'ai pas de programme de fidélité, donc en fait, je suis pas éligible au wallet. Ouais, Pas du tout, hein. Le wallet, c'est une app avec un espèce de gabarit, ce sont ces espèces de passes, ces cartes-là. ouais, Et c'est pour ça que les gens pensent à carte de feed naturellement, ce que je comprends. Mais en fait, tu peux mettre n'importe quel type de contenu dedans. Donc nous, on fait plein de use cases différents. On a 50% de nos clients qui n'ont pas de programme de fidélité. Mais tu vois, on dématérialise des cartes de mutuelle, par exemple. ah oui, Donc aussi, OK. vraiment, il y a plein de, tu vois, il y a plein de façons de le faire. Donc, je suis client final, je reçois une communication de ma marque que j'aime bien déjà, mais et qui va me proposer d'ajouter Ouais, sur mon téléphone, et donc dans ouais, mon wallet, l'élément marketing qu'elle a envie de faire dématérialiser. Souvent, ce qu'on a, c'est j'ai plein de gens qui me disent, bah ouais, moi j'ai mon wallet, mais en fait, je peux pas scanner la carte ou je peux pas. Comment je fais pour l'ajouter? Et ça, c'est une des choses sur lesquelles on travaille pas mal. OK. C'est que effectivement, sans que la marque ait à communiquer avec toi directement, comment tu peux faire donc en mode un peu plus acquisition pour que quelqu'un qui n'est pas un contact ou déjà engagé via un autre canal avec la marque puisse ajouter quelque chose de cette marque-là dans le wallet. Et ça, tu peux le faire via le magasin derrière un QR code. Tu sais, tu le flashes, ça te fait un formulaire et ça s'ajoute directement dans le wallet. Tu peux le faire derrière des pubs sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a plein de moyens, quoi. Ça, c'est vraiment côté client. Ouais, donc on peut stocker la carte de fidélité, Ouais, des codes de réduction, par exemple, ouais. donc la mutuelle, donc ça va pas forcément concerner la grande distri, mais voilà, Non, tout type de contenu finalement qui peuvent être utiles en caisse, ouais, bah, pour obtenir des réductions ou pour, faciliter en tout cas la relation, avec le magasin en quelque sorte. exactement. En fait, c'est toujours un prétexte. Nous, ce qu'on dit aux marques, c'est c'est toi qui as l'intelligence marketing vis-à-vis de tes clients. C'est toi qui sais ce que tu dois leur pousser. Nous, on n'est pas un créateur de contenu à proprement parler. On relaie un contenu qui existe déjà chez la marque, mais on le relaie sous un format qui est beaucoup plus performant que les autres, Ouais, si je devais résumer. Et donc, on les aide à trouver ouais, quel est dans leur arsenal marketing, quel est le meilleur moyen, le meilleur message qui va donner envie à un client de sauvegarder quelque chose dans son wallet, ouais, et pour qu'une fois qu'on est dans le wallet, et c'est là où je continue sur comment ça se passe en termes d'expérience client pour le consommateur final, ouais. bah voilà, en fait, ta carte va se mettre à jour automatiquement en fonction, c'est un programme de feed de tes passages en caisse, et ça va incrémenter tes points ou t'afficher tes rewards, OK. etc. Mmh. Et si c'est des offres, bah, en fait, tu peux enchaîner autant d'offres que tu veux, et tu reçois des push notifs qui disent, oublie pas tes 10%, je sais pas où, tu vois. Enfin, c'est vraiment, tu Ouais, te retrouves vraiment avec une vraie notif d'une vraie app sur le téléphone, quoi. Alors que le client n'a pas eu besoin de télécharger d'applications, ouais, tu vois, il a ajouté ça en 2 clics, quoi. C'est ça la magie OK. du truc, il y a pas de friction. Hyper intéressant et du coup, côté distributeur, comment ça se passe? Il y a quand tu fais une communication en tant que magasin, est-ce que tu as un code à insérer quelque part? Comment ça se passe? En fait, donc ça, c'est la plateforme qu'on a donc créée et qui est, OK. en fait, si tu veux, tu peux nous, bon, évidemment, on n'est pas pareil en termes de volume, et etc. Pour bien faire comprendre, on est un peu l'espèce de Mailchimp ou de Sendinblue, si tu veux, Ouais, du wallet. Alors, je sais pas si ça parle à tout le monde, mais en gros, on est un outil de gestion de campagne. ouais, OK. Et quand tu vas sur notre plateforme, si tu veux, t'as vraiment, tu vas comme sur ces outils que je mentionnais à l'instant, qui te permettent en faire des newsletters. Bah là, en fait, tu crées ton contenu. C'est un outil qui te permet de créer ton contenu au format wallet. Donc, tu vas avoir un templateur de cartes sur Apple, un templateur de cartes sur Google.
Tu vas voilà mettre tes éléments, donc ton code barre dont tu as envie de faire flasher en caisse, l'image qui OK, va bien avec, les conditions légales, enfin voilà bref, ton contenu marketing. OK, Et puis après, OK, tu vas avoir des onglets qui vont te permettre d'activer cette carte et qui est dans le wallet de tes clients. Et tu vas dire, bah voilà, je vais envoyer telle notification, tu peux mettre des segments, tu peux personnaliser chaque notification en mettant des variables. C'est vraiment un outil de gestion de campagne au sens où tu as une audience ouais, et cette audience, tu peux l'activer via le wallet, via les notifications et le contenu OK, qui se met à jour. Donc nous, les marques avec lesquelles on bosse, soit elles utilisent directement l'application, la plateforme, excuse-moi, ouais. parce qu'on l'a créée pour que justement elle soit très très simple d'utilisation pour des équipes marketing, CRM très souvent ou acquisition. Ouais. Et soit sinon on le fait pour eux. En fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on le fait pour eux au début, puis après ils prennent la main tout seuls, quoi. Alors, il y a une vraie dynamique et j'imagine que les choses, se portent plutôt très bien pour vous. Selon une étude IFOP, je crois de fin d'année 2021, enfin il y a quelques semaines, quelques mois, qui dit, que la moitié des programmes de fidélité des Français sont encore portés par une carte de fidélité physique, Ouais. alors qu'il y a un enjeu véritable de basculer vers des solutions digitales. Donc comment ça se passe pour vous? Avec qui vous travaillez? Avec quel type d'enseigne aujourd'hui vous collaborez? Alors, on travaille avec tout type d'enseigne parce que toutes les enseignes ont cette même problématique, mais quelle qu'elle soit, de n'importe quel secteur, même des secteurs. Je te citais tout à l'heure le secteur des mutuelles assurances, qui était vraiment un secteur Ouais. qu'on n'avait même pas imaginé à un moment Mmh. et qui s'est déclenché un peu au moment du Covid, ouais, au moment du premier confinement. Voilà, on a eu les premières touches là-dessus, sans vraiment forcément aller les chercher. Ça s'est fait Ouais. un peu comme ça. Et puis du coup, maintenant, on a beaucoup exploité ce filon-là. Mais en fait, toutes les marques ont cette même problématique qui est j'ai un trafic mobile de dingue, Ouais. c'est-à-dire au-dessus de 60% de trafic sur le site web, mes emails sont lus à Ouais. 60-70% sur le mobile. Enfin, tu vois, Mmh. l'écran, Ouais. le mobile est l'écran numéro un partout. Ouais. Même, je crois en investissement publicitaire, je me demande si c'est pas le premier, peut-être même devant la télévision. Je suis pas certain Ça a dû de ce dépasser que je dis là, effectivement. Mmh. mais je sais que c'est pas loin ou que ça l'a même Ouais. dépassé. Mais bon, Ouais. c'est dire l'ampleur que ça a pris en, tu vois, 12-13 ans de vie finalement de cet écosystème mobile. Mmh. Si on parle vraiment de la partie purement smartphone, application. Ouais. Et du coup, ils ont tous cette problématique-là. Donc, on est très sectorisé aujourd'hui. On a beaucoup de références dans le domaine du prêt-à-porter, qui est vraiment un secteur qui a d'énormes enjeux de drive to store parce qu'ils ont beaucoup de magasins très souvent, des enjeux de récurrence, des enjeux d'augmentation du panier moyen. Et c'est vraiment là-dessus que le wallet Ouais. est fort. Ouais. Et après, tu as vraiment une variété de secteurs assez importante. Ça peut être, tu vois, dans le bricolage, ça peut être des enseignes dans le sport, dans la santé, tu vois, type lunetterie, audioprothèse. Ça peut être évidemment dans la restauration. Ouais. Donc c'est vraiment très vaste. Et notre champ d'action, finalement, il est assez infini. Alors nous, pour l'instant, on l'a vachement limité aux grands comptes. Ouais. C'est pour ça on travaille avec 150 grands comptes aujourd'hui, parce que notre plateforme, elle est plus adaptée à des grands comptes, donc des gens qui ont quand même de la ressource un peu métier et tech pour l'intégrer et l'animer. Ouais. Et puis là, on est en train de faire un petit mouvement d'un point de vue produit, positionnement, etc., où aussi on va aller essayer d'épauler un peu plus du secteur du small and medium business. Donc on va commencer par le medium Ouais. OK. et puis on ira Mmh. de plus en plus vers le small, quoi. En termes de chiffres, tu parlais de Drive to Store, il y avait une étude de cas qui m'avait beaucoup intéressé, c'est Jules, Ouais. qui est un de vos clients. Mhm. L'enseigne qui donc justement utilise ce wallet, pour donner quelques chiffres, hein, a augmenté de 72 la fréquence d'achat des clients actifs, comparé à un client non détenteur pardon du wallet. Mhm. Et autre chiffre, ça a augmenté le panier moyen de 15 du côté des clients actifs du wallet, Mhm. contre ceux qui n'en ont pas. Pas mal, hein? Ouais, tu peux nous en dire plus peut-être sur, comment vous l'avez installé et quels sont les autres chiffres que vous avez pu analyser? Là, ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà le premier truc, c'est que j'ai encore eu ça l'autre jour.
avec quelqu'un avec qui je discutais et qui me disait, mais moi, je vois vos études de cas passer. Parce qu'en fait, c'est des chiffres qui sont assez similaires d'une étude de cas à l'autre. Ouais. Vraiment, les deux choses qu'on impacte beaucoup, c'est la récurrence et les paniers moyens. Et avec chaque fois, effectivement, des statistiques particulièrement en prêt-à-porter, qui sont très fortes, tu vois, plus 72% de fréquence, c'est quand même, c'est monstrueux, quoi. C'est vraiment très fort. Et c'est tellement fort que parfois c'est regardé de façon avec un peu de suspicion, tu vois, je pense par Mmh. certaines personnes qui connaissent pas forcément. Ouais. Et moi je disais à ces personnes, bah ouais, mais je vais pas m'amuser à couper dans les chiffres pour paraître plus crédible, mais c'est Oui. effectivement vraiment ce qui se passe. Et la façon dont c'est donc déjà c'est pas nous qui faisons les études, hein. OK. Les études sont menées par la marque, c'est elle qui a la donnée de toute façon. Et donc c'est elle qui réalise l'étude avec sa propre business intelligence, qu'on dit sa propre BI et ses propres ressources. C'est important de le préciser parce que voilà, c'est pas de la mauvaise vente un Ouais. peu poussive. C'est vraiment l'évaluation, si tu veux, entre des personnes qui sont walletisées entre guillemets, donc qui ajoutaient leur carte au format wallet et Mmh. qui font donc l'objet de campagnes Oui. régulières, du plan d'animation de la marque et qui sont comparées. Il y a deux façons de les comparer. Soit tu les compares dans le temps, donc c'est-à-dire que tu regardes leur comportement avant, après wallet, OK. Oui. et donc tu regardes s'il y a vraiment une différence de comportement d'un moment à l'autre. Le biais qu'il peut y avoir là-dessus, c'est ben, t'as pas eu la même activité commerciale, donc peut-être que c'est ton activité commerciale, tes offres qui ont fait que, voilà. Et Ouais. donc souvent, ça peut être backupé par, et c'est souvent backupé par une analyse entre deux cohortes différentes. C'est-à-dire que tu prends une cohorte X qui est vraiment qui a le wallet, et tu prends Ouais. exactement la même en termes de OK. typologie, qui a exactement OK. le même type de communication, les mêmes offres, Ouais. etc. Sauf le wallet. Et là, tu compares. En l'occurrence, chez Jules, c'est ce qui a été fait. OK. Et là, tu vois vraiment sur la même période, le même type de personnes. La seule différence, c'est qu'ils ont ou pas le wallet, et tu vois cette différence de comportement. Et ça, c'est un truc qu'on observe absolument partout, chez toutes les marques. Donc, c'est pour ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui commence à être pris de plus en plus au sérieux, de façon importante par les marques. Et ce qu'on voit aussi chez les marques, ça c'est important. Alors, c'est pas que chez Jules, hein, c'est un peu partout. Le wallet ne concerne pas que les personnes les plus engagées avec la marque. C'est vrai les premiers mois, parce qu'effectivement, comme tu proposes le wallet via des canaux existants, donc type email, SMS, site, etc., c'est des gens qui sont déjà en contact avec la marque. Donc c'est vrai que les premiers mois, on va dire les 4-5 premiers mois où tu recrutes du monde sur wallet, c'est plutôt des personnes qui sont déjà assez, c'est le haut de ton fichier client, si tu veux. OK. Mais assez vite, donc au bout de ces 4-5 mois, et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est que là, ça va chercher une autre typologie de clients, qui sont les typologies de clients qui existent dans toutes les bases de données, de toutes les marques, partout. Cette espèce de ventre mou entre tes 5-10% et tes 60% de ta base de données. Et ça, c'est les personnes qui sont qualifiées, plutôt opt-in, elles sont un peu récurrentes, mais pas trop, elles sont plutôt occasionnelles, on va dire. Ouais. OK. Et donc, ton enjeu là-dessus, c'est de faire augmenter un peu la récurrence de ces gens-là. Et c'est ça que le wallet, il va chercher ces personnes-là. Des personnes que l'appli pourra jamais aller chercher, parce qu'ils sont pas assez récurrents pour être intéressés par l'appli, qui sont souvent opt-out au SMS, en général. C'est pas partout pareil, mais c'est en général ça. Et qui ouvrent pas beaucoup les emails. Et là, le wallet, il devient vraiment intéressant sur cette tranche-là. Il va vraiment chercher ces personnes-là. Et ça, on le voit très nettement chez toutes les marques avec lesquelles on travaille. Ouais. Et puis après, tu as l'autre partie de la base de données. Et ça, c'est partout pareil. Tu as en général 40 à 50% aujourd'hui quand même de bases de données qui sont pas qualifiées ou inactives, tu vois. Non segmentées, on dit, OK. ou carrément inactives. Il y a quand même pas mal de bases de données qui sont vraiment pas hyper... c'est pas qu'elles sont pas propres, mais tu peux pas en faire grand-chose. Et encore, ça, c'est des stats qui sont post-RGPD. C'est-à-dire que beaucoup de marques ont vraiment beaucoup nettoyé leur base de données Ouais. parce que le RGPD voilà, a imposé, d'ailleurs fort heureusement dans beaucoup de cas, Mmh. de cleaner ces bases de données. Et donc même après ça, tu as quand même plein de marques avec une grosse partie de leur base de données qui est pas segmentée ou inactive. Et là, le wallet, il vient beaucoup aussi chercher là-dedans des personnes. Il vient réactiver des personnes qui étaient plus en contact avec la marque depuis, en général, depuis plus de 12 ou 18 mois, qui est la typologie classique. Voilà un peu ce qu'on voit sur le marché. Ouais, et il y a un sujet aussi beaucoup plus large, au-delà finalement du wallet, c'est la dématérialisation finalement, bah, du papier et de leur relation finalement avec que les enseignes ont avec les clients. Où en sont les entreprises aujourd'hui? Parce qu'il y a des lois qui passent, le ticket de caisse va disparaître dans les mois qui viennent. De ton point de vue, où en sont les entreprises dans cette dématérialisation, de la relation client?
Donc à notre petit, première remarque, à notre petit niveau, on remarque beaucoup de boîtes qui arrêtent la carte de fidélité en termes de support. Il reste quand même 50% là, ce que tu citais tout à l'heure Oui, sur quand même, l'étude ouais. d'IFOP. Je crois qu'elle Mmh. avait été faite avec Comarch, non? Il me Ouais. semble, cette étude. Et tu as quand même, on le voit, pas mal de marques qui arrêtent la carte de fidélité plastique. Tu vois, il y a un client comme ça, nous on a carrément un web service qui est tiré avec eux et qui est quand une personne dématérialise sa carte sur son wallet, si elle n'a pas encore une carte physique, ça va direct chez son fabricant de cartes plastiques annuler la fabrication de la carte plastique, ce qui permet d'éviter de l'émission de plastique et de CO2. Mais donc il y a quand même une prise de conscience assez forte, je trouve, là-dessus. Ça rentre pile poil dans les enjeux RSE qui sont très en vogue du moment, quoi, qui est quand même Ouais. voilà, éviter le papier, le plastique. Donc il y a quand même, moi je trouve qu'il y a quand même une dynamique là-dessus. Maintenant, ça touche toujours des systèmes. Tu vois, si on parle du ticket de caisse, Ouais. ça parle de la caisse. Et là, quand tu parles de la caisse, à n'importe quelle marque, que ce soit en GSA, GSS ou n'importe quelle marque, dès qu'il y a une caisse, c'est super compliqué aujourd'hui. C'est vraiment, moi je trouve que nous, on doit se connecter à certains endroits, tu vois, avec une enseigne. Bon, bah, toujours, dès qu'il s'agit d'aller se connecter avec une caisse, c'est toujours super compliqué ou voire pas du tout faisable. Ouais, je Parce qu'il comprends. y a beaucoup de dev à Mmh. faire, parce que c'est souvent des vieux systèmes qui ont du mal à évoluer, etc. Et donc, quand tu parles des maths du ticket de caisse, pour l'instant, ça reste quand même assez marginal. Donc, ça va être incité par la loi. Alors, je sais plus quand est-ce que ça doit. Janvier 2023. Ouais. Voilà, ok. Donc, tu as quand même un an. Donc, est-ce que tu vois cette année, Ça arrive ça vite. va dérouler Ouais. particulièrement? Je sais pas, mais c'est toujours, c'est vraiment le gros point faible quand même. Merci en tout cas Axel pour, cet échange. J'ai une dernière question que je pose à tous mes invités. Quelle personnalité me recommanderais-tu d'inviter dans un prochain épisode? Ah, en plus tu m'avais dit et j'ai j'ai oublié d'y Mince. penser. Écoute, la première personne qui me vient en tête là, c'est Maximilien Jacquet, OK, je connais pas. de chez TrackAd. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Figure-toi que je l'ai jamais vu physiquement parce OK. qu'en fait, il est basé en Russie, figure-toi. Donc, c'est peut-être pour ça que je pense à lui, Mmh. parce que bah, l'actualité fait que c'est quand même, je pense, un peu compliqué pour Ouais, lui, plus compliqué que d'habitude. Mais il a une belle solution. C'est un super type. Son associé aussi Guillaume, avec qui on a eu l'occasion d'échanger, est vraiment top. Et voilà, ils ont une belle solution. Ils ont une belle traction. En fait, ils aident les marques à optimiser leur budget média. Et donc, ils travaillent avec beaucoup de retailers, OK, notamment des e-commerçants et des retailers. OK. Euh, et c'est quelqu'un qui a voilà, une bonne expertise à la fois, je pense, du marché et puis de l'entreprise, de l'entrepreneuriat de manière générale. Donc, voilà, c'est lui que je pense aujourd'hui. OK, parfait. Bon, bah, en tout cas, merci à toi Axel, pour, ces 30 minutes d'échange. Bah, merci à toi. Je mettrai le lien de Captain Wallet dans la description du podcast et puis donc Super. Captain Wallet, si vous voulez les contacter, c'est hyper intéressant. Merci Axel. Merci mille fois, Jonathan. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages. Retrouvez-nous sur notre site et rejoignez aussi la première communauté des professionnels de la grande distribution sur les réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok. Vous êtes déjà plus de 400 000 à nous suivre, vraiment un grand merci pour votre fidélité. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, nous proposons une newsletter chaque mardi autour des enjeux de la communication et du marketing local. Pour cela, rendez-vous sur notre site, rubrique S'abonner. À bientôt!